Bon, et c'est à moi qui ai choisi la responsabilité d'ouvrir cette discussion. Donc je remercie les organisateurs, les organisatrices, évidemment, pour l'invitation. Et je voudrais commencer par dire une chose, c'est que je suis content de parler de cette question ici, à Sciences Po Paris. Non seulement puisque je suis moi-même jeune, de moins en moins, mais jeune docteur en sciences politiques, mais aussi parce que c'est un lieu symbolique du savoir, de la culture, etc. Chacun apprécie si c'est un peu too much ou non cette réputation, mais de fait elle existe. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse discuter de la question de l'hypothèse d'une situation d'apartheid en Israël ici à Sciences Po Paris. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, comme ça a été rappelé, un certain nombre d'événements de ce type ont subi des interdictions ou des tentatives d'interdiction. La dernière datant de la semaine dernière, puisque je me suis exprimé à Paris 8 dans le cadre aussi de l'Israël Apartheid Week, et une officine qui organise ce soir un dîner. Le CRIF avait demandé solennellement à la présidence de Paris 8 d'interdire cette conférence en expliquant qu'il y avait des risques d'incitation à la haine. Et pour vous donner une idée du niveau du débat, il y avait 2 noms propres dans le communiqué du CRIF qui étaient le mien et celui de Dieudonné. Vous voyez les raccourcis, quand on y va, on y va. C'est pas juste pour mettre en scène la chose que je dis ça, mais sachez qu'on a échappé à quelque chose en France qui est tout simplement l'interdiction légale de qualifier l'État d'Israël d'État d'apartheid, c'est-à-dire la pénalisation de la qualification de l'État d'Israël comme État d'apartheid. Ça remonte à il y a quelques années, le président Chirac avait commandé un rapport à Jean-Christophe Rufin, qui est resté comme le rapport Rufin, et qui était un rapport sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et une des préconisations du rapport Rufin était rien moins que, je cite, punir ceux qui porteraient sans fondement à l'encontre de groupes, d'institutions ou d'États des accusations de racisme et utiliseraient à leurs propos des comparaisons injustifiées avec l'apartheid. Donc punir légalement des gens qui utiliseraient des comparaisons injustifiées avec l'apartheid pour d'autres États. Comprenez bien que dans un rapport sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'était d'un État bien particulier dont on parlait. Et par ailleurs, il n'y a pas 40 États dans le monde autour desquels se pose la question de savoir si oui ou non on peut parler d'apartheid. Parce que contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, la discussion autour de la situation d'apartheid en Israël n'est pas une discussion de groupuscules minoritaires, ultra-gauchistes ou antisionistes, mais en réalité une discussion qui se développe à l'échelle internationale depuis de longues années. Et la France a été assez longtemps imperméable à cette discussion, et il y a un gros décalage. Quand je dis ça se développe à l'échelle internationale, il faut bien comprendre que par exemple, quelqu'un comme le dangereux gauchiste Jimmy Carter, ancien président des États-Unis, écrivait il y a 10 ans un livre dont le titre était « La paix, pas l'apartheid », à propos de la situation dans les territoires palestiniens. Il faut comprendre qu'un certain nombre de rapports des Nations Unies font état de situations assimilables à de l'apartheid en évoquant la politique israélienne. Et plus intéressant encore, en Israël, même, la question est discutée. Et le 23 octobre 2012, dans le quotidien israélien Haaretz, a été publié un sondage commandé à un institut de sondage israélien. Un sondage où il y avait toute une série de questions sur les discriminations, etc., le racisme ou pas en Israël. Et parmi les questions qui étaient posées à la population juive israélienne exclusivement, il y avait la question: pensez-vous qu'il y a de l'apartheid en Israël? Voilà. Pensez-vous qu'il y a de l'apartheid en Israël? C'est-à-dire que la question est posée par un institut de sondage israélien en Israël pour publication des résultats dans un journal israélien. Donc expliquer qu'il est dangereux, raciste, etc., de discuter de ça, c'est juste une plaisanterie. Parce qu'en Israël même, on en parle, on en discute, et donc il n'y a aucune raison, étant donné qu'en Israël même la discussion a lieu, qu'on ne puisse pas l'avoir, évidemment, en France. Et je précise que la réponse
à la question, à ce sondage, était que 58% des juifs israéliens sondés répondaient « oui, il y a de l'apartheid en Israël ». 58%. Alors les sondages, je dois les prendre avec précaution, mais 58% quand même, ça donne une idée. Si vous voulez vérifier, là-haut, c'est l'Institut de sondage, c'est Dialogue, vous trouverez. Arrête, 23 octobre 2012. Donc c'est une discussion qui a lieu. Et pourquoi elle a lieu? Eh bien tout simplement parce que la question se pose. Et je vais repartir d'un tract qui m'a été distribué à l'entrée, dont le titre est « Israël en apartheid » avec 3 points d'interrogation, un état d'apartheid avec 3 points d'interrogation. Donc c'est le même titre que le bouquin qu'on a fait, sauf que nous il n'y avait qu'un seul point d'interrogation, et qui commence par, en gros, dire le parallèle entre Israël et l'Afrique du Sud et l'apartheid d'Afrique du Sud est faux. Et moi j'ai envie de vous dire, et alors? L'apartheid, ce n'est pas l'Afrique du Sud des années 1948 à 1991. L'apartheid, c'est une notion juridique en droit international qui a été qualifiée dans le cadre d'une résolution des Nations Unies de 1973, la Convention pour l'élimination de la répression du crime d'apartheid, et dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté en 1998. C'est-à-dire qu'à partir du cas sud-africain a été élaborée une notion juridique. De même qu'après la Deuxième Guerre mondiale avait été élaborée une notion juridique, le crime contre l'humanité. Mais le crime contre l'humanité, ce n'est pas uniquement le génocide. C'est devenu une catégorie juridique à part entière. Et bien de même, l'apartheid est une catégorie juridique à part entière. Et de quoi on parle quand on parle d'apartheid? On parle de discrimination institutionnalisée, c'est-à-dire légalisée, sur des bases nationales, ethniques ou religieuses, visant à assurer ou à maintenir la domination d'un groupe national, ethnique ou religieux sur un autre groupe national, ethnique ou religieux. C'est ça la définition en droit international de l'apartheid. C'est pas l'Afrique du Sud. Et donc à partir de là, eh ben, on peut s'intéresser au cas de l'État d'Israël et dans diverses situations et interroger la réalité de la politique israélienne à la lumière de ce questionnement sur les discriminations institutionnalisées, c'est-à-dire légalisées. À quoi ça sert ça? Eh bien, ça sert à regarder la réalité différemment. Moi, effectivement, ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille sur la question palestinienne, en me rendant là-bas assez régulièrement, en Israël, dans les territoires occupés, en Cisjordanie, à Gaza quand c'est possible, c'est-à-dire pas trop, depuis quelques années. Essayer de regarder cette réalité différemment. Parce qu'on a tendance souvent, quand on parle de la politique israélienne à l'égard des Palestiniens, et notamment des Palestiniens de Cisjordanie, qui est la situation la mieux connue, à s'intéresser aux dimensions violentes de l'occupation, la répression, les arrestations, les expulsions, les démolitions de maisons, les morts, les blessés, les manifestations qui se font chuter, etc. Mais regardez tout ça, et y compris qualifier cette réalité de occupation violente, occupation, tout ce que vous voulez, arbitraire, voilà, bah, ça ne fait pas de la situation dans les territoires palestiniens une situation d'apartheid. Voilà, pour dire clairement. Parce que l'apartheid, c'est quand ce sont des discriminations institutionnalisées, c'est-à-dire au niveau des lois. C'est pas qu'il y a de la discrimination sur le terrain, c'est qu'il y a de la discrimination dans la loi. Et bien si on regarde, du coup, la Cisjordanie, en se posant cette question-là, est-ce qu'il existe des discriminations institutionnalisées en Cisjordanie? Eh bien oui. Il existe des discriminations institutionnalisées en Cisjordanie, et comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais être obligé d'aller vite, mais on pourra y revenir dans la discussion, pour une raison simple. C'est que la Cisjordanie, c'est ce bout de terre. Je rappelle que la Cisjordanie fait 6000 km² de superficie, c'est-à-dire que c'est aussi grand que la Corrèze. Pour visualiser un peu l'échelle, je prends la Corrèze évidemment par hasard comme exemple, et que les zones attribuées aux Palestiniens au sein de ces 6000 km² représentent 18% des 6000 km², donc on est à un petit peu plus de 1000 km² qui sont entre les mains des Palestiniens. La Cisjordanie est toujours une région sous occupation militaire. Elle est sous occupation militaire depuis 1967 et elle est sous administration militaire. Même si, par un souci c'était peut-être de l'humour ou pour que la chose soit plus bankable, l'administration militaire de la Cisjordanie s'appelle l'administration civile. Voilà. C'est que des types en uniforme, mais c'est l'administration civile.
Et l'administration civile, donc, mais militaire, régit la Cisjordanie depuis 1967 au moyen d'ordres militaires. C'est quoi des ordres militaires? C'est des décrets, des ordres qui ont force de loi dans les territoires palestiniens, et je dis là dans l'ensemble des territoires palestiniens de Cisjordanie, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Pour vous donner une idée, entre 1967 et 1993, donc les accords d'Oslo, c'est à peu près 2500 ordres militaires qui ont été émis pour la Cisjordanie et la bande de Gaza. Des ordres militaires très divers, très variés. Il y avait des ordres militaires pour la saisie de certaines terres, pour la confiscation de certains champs, pour la prise de contrôle des ressources en eau, ce genre de choses. Des ordres militaires qui obligent tout Palestinien. Une partie de ces ordres a été abrogée depuis. Que il n'est pas bien entendu, je suis pas en train de parler de la situation d'aujourd'hui et de l'histoire de l'occupation, qui obligeait les Palestiniens qui voulaient déposer une marque à l'enregistrer auprès des autorités militaires, qui voulaient ouvrir une entreprise à l'enregistrer auprès des autorités militaires. Si vous vouliez faire un rassemblement de plus de 10 personnes, vous deviez déclarer le rassemblement aux autorités militaires et donner la liste des personnes qui y participeraient en amont, ça fait rêver, etc., etc. Des choses du genre interdiction pour les artistes palestiniens de faire figurer les 4 couleurs du drapeau palestinien, par exemple sur un tableau. Vous êtes peintre, si vous mettez du blanc, du rouge, du noir et du vert sur un tableau, ça passe pas la censure, même si vous peignez une chaise. C'est considéré comme étant de la peinture nationaliste et séditieuse, etc., etc. Des ordres militaires assez aberrants, réglementant le nombre et le type de plantes décoratives que les Palestiniens étaient autorisés à avoir dans leur maison. Bon, toute une batterie d'ordres militaires et des tribunaux militaires pour faire appliquer ces ordres. Les ordres militaires existent toujours. Une partie de ceux que je vous ai dit ont été abrogés, mais une partie sont toujours en vigueur. Les ordres militaires existent toujours, les tribunaux militaires existent toujours. Bon, mais tout ça, c'est pas de l'apartheid. C'est juste éventuellement un régime qu'on pourrait qualifier d'oppressif. Mais c'est pas de l'apartheid. Sauf que l'occupation s'est doublée de la colonisation. Et à partir du moment où il y a colonisation, il y a un problème pour les autorités israéliennes. C'est que progressivement s'implantent en Cisjordanie des citoyens israéliens. Et bien techniquement, les citoyens israéliens sont soumis aux ordres militaires et aux tribunaux militaires, puisque les ordres militaires s'appliquent à la région de Cisjordanie. Donc vont être créés des statuts d'exception pour les colons, pour qu'ils échappent à la législation militaire et aux tribunaux militaires. Et progressivement, on passe de quelques milliers de colons à quelques dizaines de milliers, pour aujourd'hui être à peu près à 550 000 colons à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Ces colons ne sont pas sujets à la législation militaire, bien qu'ils vivent sur le même territoire, et je dis bien le même territoire, que les Palestiniens. Les populations en Cisjordanie sont totalement imbriquées. Pour les gens qui sont allés, vous passez d'une route qui passe devant un village palestinien à une colonie, puis un autre village, puis une colonie, etc., etc. Sauf que dans cette zone, la Cisjordanie, selon que vous serez, alors là c'est pas puissant ou misérable, mais selon que vous serez de nationalité, enfin de citoyenneté pour être précis, israélienne, ou de citoyenneté palestinienne, ce ne sont pas les mêmes lois et ce ne sont pas les mêmes tribunaux. Pour le dire plus précisément, si vous conduisez une voiture entre Bethléem et Hébron, et que vous renversez un piéton, si vous êtes un colon, c'est la loi israélienne et les tribunaux israéliens. Si vous êtes un Palestinien, c'est les ordres militaires israéliens et les tribunaux militaires israéliens. Donc très concrètement, vous avez un cas exemplaire de traitement différencié sur une base nationale, institutionnalisé. Et donc là, on est en plein dans la définition de l'apartheid dans le droit international. Les exemples sont multiples, je ne développe pas, je n'ai pas le temps, mais pour vous donner une idée de ce dont on parle, c'est pas des choses marginales. Pour les dernières statistiques qu'on a sur les verdicts des tribunaux militaires en Cisjordanie, sachez que c'est, pour l'année 2010, 9 974 Palestiniens qui sont passés devant les tribunaux militaires. Le taux de condamnation est de 99,7%. Donc c'est d'une efficacité redoutable. Et le problème, c'est que pour le même crime ou le même délit, les peines ne sont pas les mêmes dans la loi militaire et dans la loi civile israélienne. C'est-à-dire que globalement, si vous êtes accusé d'homicide involontaire dans les territoires palestiniens, si vous êtes un Palestinien, vous pouvez passer 8 jours en détention préventive, puis après il y a la détention administrative qui est une genre de garde à vue de 6 mois renouvelable indéfiniment,
Et une fois que vous passez devant le tribunal, vous pouvez être condamné à la prison à perpétuité. Si vous êtes israélien, par contre, vous devez être déféré devant un juge sous 48 heures, et au maximum, vous serez condamné à 20 ans. Donc, il y a comme un souci, entre guillemets, et ce souci a un nom qui est un traitement législatif différencié selon des critères, en l'occurrence nationaux, mais on est bien dans la définition de l'apartheid. Donc, pour conclure, je sais que les questions, les remarques, tout ça ne manqueront pas. À quoi ça nous sert? Moi, mon problème n'est pas de, à tout prix, dire « Ah, Israël, c'est l'apartheid, pour le plaisir ». C'est pas le souci. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est de regarder une réalité qu'on croit connaître, mais qu'on connaît très mal, et de la regarder de manière un peu différente de la façon dont on la regarde d'habitude. On a tendance à considérer que Israël et les Palestiniens, en gros, on aurait deux peuples, un peu face à face, qui se battraient pour des histoires de frontières, et savoir où la frontière irait passer, etc. Et que bon, il faudrait qu'ils s'assoient autour d'une table, qu'ils discutent, et qu'ils se mettent d'accord. Sauf que le souci, c'est que cette situation ne correspond pas à la réalité. La réalité d'Israël et des territoires palestiniens, c'est qu'il existe une structure politico-administrative qui domine et qui administre de fait l'ensemble de cette région, Israël et les territoires palestiniens, puisque les ordres militaires ont une supériorité en termes de normes juridiques sur la législation palestinienne elle-même. Donc les Palestiniens, ils ont peut-être des zones un peu libérées, un parlement qui peut voter des lois, sauf que si l'administration militaire le décide, ils peuvent aller contre les lois palestiniennes elles-mêmes et arrêter des gens, y compris s'ils ont été innocentés par la justice palestinienne. Donc vous avez un pouvoir politico-administratif qui traite de manière différenciée les populations en fonction de leur origine nationale, ethnique ou religieuse. Et je vous ai parlé des territoires palestiniens, mais sachez par exemple qu'en ce qui concerne l'État d'Israël lui-même, et je terminerai avec ça, le dernier rapport du département d'État, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qui sont, comme chacun le sait, de dangereux antisionistes. Le dernier rapport sur les droits de l'homme en Israël et dans les territoires palestiniens du département d'État américain évoque la discrimination institutionnelle, juridique et sociale systématique contre les citoyens palestiniens résidant en Israël. Discrimination institutionnelle, juridique et sociale systématique. Ce sont les termes du département d'État américain. Donc, quand on dit Israël a un état d'apartheid avec un point d'interrogation, et quand on se contente de balayer ça en disant ça n'a aucun intérêt de se poser la question, c'est faux. La réalité est beaucoup plus complexe, de plus en plus de gens s'en rendent compte, et il s'avère que ça revêt une pertinence toute particulière, parce que ça permet de comprendre une réalité qu'on a du mal à comprendre, et surtout ça permet de comprendre quels sont les réels rapports de force en jeu, et de ne pas se tromper ni l'adversaire, ni le moyen de s'opposer à cette situation manifestement injuste.